Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Mais t'avais des vaccins. Je vais être obligé là. On va parler d'Ursula von der Leyen, épinglée par la justice européenne. Quand l'Europe a acheté 1,8 milliard de vaccins. Et nous allons redoubler les efforts. Vous êtes vacciné, vous ne risquez plus rien. Pourquoi elle en a acheté autant, 10 doses par personne? Je suis vacciné contre tout. On ne pourra battre la pandémie que si nous la battons partout, ça c'est sûr. Elle a menti, il faut qu'elle l'assume. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, oui, c'est le cri d'Emmanuel Macron, c'était il y a 5 ans, le Covid. Mais nous sommes en guerre, effectivement, et nous sommes dans énormément de guerres, à bas bruit, à bruit fort, du sang, de la sueur et des larmes, mais pas seulement. Et puis on va aborder, et d'ailleurs l'Assemblée nationale est en train de l'aborder, un problème très important, fondamental, choisir sa vie, choisir sa mort, légalisation de l'euthanasie, soins palliatifs, où en est-on? C'est un problème qui nous concerne tous, absolument, quel que soit notre âge, nos origines, etc. C'est très important d'en parler, on en parle avec le professeur Philippe Juvin, qui est à la fois député, donc législateur, et qui est surtout, depuis 20 ans, chef des urgences de l'hôpital Pompidou. Donc, on va parler de tout cela et dire... Au fond, est-ce qu'il y a une voie claire dans cette espèce de flou artistique qui entoure encore ces projets de loi? Et puis, on va parler, eh bien, écoutez, ça y est, c'est fait. La justice européenne, eh bien, demande à la Commission européenne de donner le contenu des SMS échangés entre Albert Bourla, le PDG de Pfizer, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Ça fait 4 ans que un certain nombre de gens combattent là-dessus, et par le New York Times, par lobbyistes interposés, et en tout cas la question est posée. On va en parler avec Virginie Geron, qui est députée européenne, et où on en est, et puis voilà, et puis on va parler du Festival de Cannes et autres, et puis en seconde partie, on va recevoir un écrivain qu'on aime beaucoup, et je suis sûr que vous aimez beaucoup, Jean-Christophe Ruffin, pardon. Pourquoi j'ai dit Alexandre? Parce qu'il vient d'écrire un livre remarquable, très drôle, qui s'appelle Un été avec Alexandre Dumas. Et il raconte cette vie incroyable de l'auteur, évidemment, mythique, cultissime, des Trois Mousquetaires, du Comte de Monte Cristo et autres. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face. Mais la mort, comment la traite-t-on? Choisir sa vie, choisir sa mort. Actuellement, un débat occupe l'Assemblée nationale et bientôt le Sénat. Mais en fait, il nous occupe tous. On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Alors ainsi soit-il, puisque j'ai fait mon choix. Qui m'aime me tue, qui m'aime me tue. Très 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 jolie chanson de Michel Sardou, Qui m'aime me tue. Eh bien justement, est-ce qu'il s'agit d'amour dans cette histoire de mort? Actuellement, 2 textes de loi sont étudiés par les députés depuis lundi à l'Assemblée nationale, 2 propositions de loi sur la fin de vie. On en a parlé, l'une prévoit la création d'un droit opposable aux soins palliatifs, l'autre vise à instaurer un droit de l'aide à mourir. On sait qu'un certain nombre de pays ont déjà franchi le mont, on appelle ça l'euthanasie, mais justement, vous allez découvrir que c'est plus compliqué que ça, et nous sommes heureux d'accueillir Philippe Juvin. Bonjour Philippe Juvin. Bonjour. Vous êtes à la fois député LR de Courbevoie, mais vous êtes, je ne dirais pas surtout, mais en tout cas depuis plus longtemps, chef des urgences de l'hôpital Pompidou. Alors justement, vous êtes évidemment partie prenante dans ce débat qui a lieu en ce moment à l'Assemblée nationale. Et une chose m'avait dit avant qu'on commence l'émission, dans ce projet de loi qui vise à instaurer un droit à l'aide à mourir, vous dites que le mot euthanasie n'existe pas. Non, c'est un des problèmes de la loi, c'est qu'il ne dit pas les choses. Le mot euthanasie n'est pas dans le texte et le mot suicide assisté n'est pas dans le texte, alors qu'en réalité, on ne parle que de ça.
Et il est même prévu d'ailleurs qu'une fois qu'on vous aura administré, appelons-la comme ça, l'euthanasie, sur le certificat de décès, il faudra cocher la case mort naturelle. Et pas autre chose. Et pas d'autre chose. Si vous voulez, moi je pense qu'au-delà de l'aspect technique, on va parler de la loi, il y a deux sujets de questions de principe qui se posent. La première, c'est en France, un Français sur deux qui a besoin de soins palliatifs n'y a pas accès parce qu'il n'y a pas de place. Et donc, quelle société voulons-nous construire? Est-ce que nous voulons construire une société du soin avec des soins palliatifs, ou une société où la compassion se résumerait à l'administration d'une substance létale au nom de critères fixés par la loi, qui d'ailleurs évolueront, puisque déjà certains veulent faire évoluer. Et puis il y a peut-être un deuxième principe qu'il faut se poser, qui est est-ce que l'État peut être mêlé d'une manière ou d'une autre à la mort d'un tiers, y compris par la simple autorisation d'un dispositif? Moi, je ne le crois pas. Pourquoi? Parce que donner la mort, c'est un principe absolu, et comme vous le savez, si on commence à donner des exceptions, à accepter des exceptions à un principe absolu, il faut s'attendre à ce que dans l'avenir, d'autres trouvent d'autres exceptions. Oui, vous dites en fait que à partir du moment où on légifère là-dessus, enfin en disant voilà, écoutez, qui a envie de mourir, eh bien, il peut être aidé, doit être aidé, en tout cas si la loi passe, si ce projet de loi passe. Au fond, vous vous dites, et vous avez écrit une tribune dans un journal du dimanche là-dessus, vous dites oui, mais où s'arrête, enfin, où on met le curseur, en fait, c'est ça. Absolument. Alors il faut regarder les choses. Dans tous les pays où on a légalisé l'euthanasie, il y a d'abord eu des critères très stricts, puis qui se sont ensuite amoindris. Ainsi, dans certains pays, les handicapés, les déficients mentaux, les mineurs se voient ouvrir le droit. Moi, je crois, d'abord, il faut que les gens sachent ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, si vous êtes en fin de vie, que vous avez des souffrances importantes, les médecins ont le droit de vous endormir. Alors, on ne vous tue pas. Mais on vous endort, mais vous ne vous réveillez pas, soyons clairs. Ça s'appelle une anesthésie générale, en fait. C'est la sédation profonde, c'est ça? Et continue, c'est ce qu'on appelle la loi Leonetti, que nous pratiquons évidemment dans les unités de soins palliatifs, mais aussi dans tous les autres services. Moi, je suis responsable d'un service d'urgence, il nous arrive de faire des sédations profondes. Donc, moi, je suis comme tout le monde, je ne veux pas souffrir au moment de ma mort. Et donc, ça, aujourd'hui, nous essayons de l'assurer aux Français, et nous le faisons au maximum. Le problème de cette loi, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas une loi sur la fin de vie. C'est-à-dire que les critères sont ainsi définis que potentiellement des gens qui ont plusieurs années à vivre vont pouvoir demander à être suicidés ou euthanasiés. Mais Philippe Juvin, quand même, une question se pose. Si je suis dans des souffrances terribles, et vous le savez, il y a des gens dans des souffrances terribles, si je suis réduit à l'état de légume ou presque, si je suis paralysé, que je me dis que c'est sans rémission, et si je me dis, écoutez, j'ai pas envie de continuer comme ça, et vous savez mieux que moi, vous avez cité des cas, écoutez, est-ce que ces gens n'ont pas le droit et la liberté de dire, écoutez, moi je veux en finir. Ce n'est pas un suicide, j'ai trop de souffrance, c'est trop dur et voilà, je préfère arrêter. Alors, il y a deux choses. D'abord, dans tout un tas de situations, la loi le permet déjà, vous permet d'être endormi et donc de ne plus souffrir par définition puisque vous dormez. La loi le permet. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui aurait une maladie qui le paralyse complètement et qui n'arrive plus à respirer sauf avec une machine, eh bien on arrête la machine s'il le souhaite et on l'endort. Donc il y a déjà beaucoup de cas qui sont réglés. Je vais vous donner un exemple. Quand les gens arrivent en soins palliatifs, le premier jour, quand ils mettent le pied dans l'unité de soins palliatifs, 3% demandent à mourir. Au bout de 7 jours, il n'y a plus que 0,3% des gens qui demandent à mourir. Qu'est-ce qui s'est passé en 7 jours? Eh bien, en 7 jours, en fait, on leur a apporté des réponses à leurs demandes à eux ou aux demandes de l'entourage. C'est vrai, mais s'ils ne sont que 3%, ça veut dire qu'ils ont de l'espoir. 97% viennent aux soins palliatifs avec espoir. Mais ceux qui n'ont plus d'espoir. Mais justement, mon chiffre est le suivant. Il y a 3% qui disent, moi je veux mourir, et 7 jours plus tard, ils sont plus que 0,3%. Pourquoi? Parce qu'on a apporté des réponses. En fait, moi, l'expérience que j'ai, alors elle est ce qu'elle est, hein, bien sûr. C'est de vous dire que quand on sait répondre aux souffrances des gens, à leurs problème, et qui n'est pas d'ailleurs qu'une souffrance physique telle qu'on le croit, la solitude, les problèmes d'argent, eh bien, quand vous répondez, psychologiquement, le désespoir. Bien sûr, le désir de mort est fluctuant. Quand vous répondez aux demandes, eh bien, la plupart des demandes d'euthanasie s'arrêtent. Et ce que nous reprochons à la loi, c'est que c'est très expéditif. Dans l'Oregon, qui est un État en Amérique du Nord, quand vous demandez le suicide assisté, les critères sont différents, mais enfin, peu importe, il faut bien comparer ce qui existe.
vous avez des obligations jusqu'à 90 jours de réflexion. Tout à fait. J'ai un cas personnel, je ne vais pas l'exposer ici, je vous en avais parlé, où effectivement on a demandé à la personne, ma tante en l'occurrence, 3 mois et un peu plus de réflexion. Absolument. Et là, dans l'article 6, je vous lis l'article 6, je ne raconte pas. Après, du projet de loi, là. Du projet de loi, après un délai de réflexion d'au moins 2 jours. 2 jours, la personne confirme au médecin qu'elle demande l'administration. Donc, on est sur une procédure très expéditive. Par exemple, ces 2 jours, ça ne prend pas en compte une notion que nous connaissons tous, et particulièrement les psychiatres d'ailleurs, c'est que le désir de mort est fluctuant. Pourquoi ? Parce qu'il est souvent multifactoriel. Encore une fois, moi je suis contre l'acharnement thérapeutique. J'aurais été favorable, et je l'ai dit à la tribune de l'Assemblée, à une loi qui permette au fin du fin, quand on est au bout du bout, qu'on a mal et on n'entre pas encore dans les critères de la loi Leonetti de pouvoir vous endormir, éventuellement qu'on ait accepté une exception d'euthanasie, vous voyez, mais que ça soit que ça soit pas un système quasiment systémique qui est mis en place avec des gens, et je le répète, M. Bercoff, il faut bien l'entendre, c'est une loi, les critères sont ainsi rédigés, c'est voulu ou pas, mais en tout cas c'est ça, les critères sont ainsi rédigés que potentiellement des gens qui ont plusieurs années à vivre peuvent bénéficier de cette loi. Vous savez, moi je suis un homme simple, je lis les lois. Je lis le texte, donc je n'invente pas ce qu'il y a dedans, et je le lis. Mais là, on va être un peu philosophique, et vous l'êtes aussi, Philippe Juvin. C'est vrai, vous avez dit, là, la loi dit que les gens qui ont quelques années à vivre pourraient demander effectivement que cette vie soit atténuée. Elle ne le dit pas comme ça, mais les critères sont ainsi faits que ça couvre des gens qui ont plusieurs années à vivre. Mais si, encore une fois, mais c'est vrai que c'est un problème philosophique et qui n'est pas simple et c'est le moins qu'on puisse dire. Mais si ils estiment que ces années à vivre, le prix est trop cher pour le payer, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Ah non, mais je veux dire que Romain Gary, Monterland, enfin, moi je n'ai pas Ernest Hemingway, mais même en prenant le suicide, je ne reproche pas aux gens de se suicider, ils ont le droit de se suicider. Ce que je vous dis simplement, c'est que si c'est l'État qui organise les choses... en fait, il ne faut pas le droit au suicide, quelque part. Si, il faut un droit au suicide, mais ce n'est pas à l'État de l'organiser. Une de mes craintes, c'est que d'abord, des gens vont demander le suicide assisté par défaut d'accès aux soins palliatifs. Comme une personne sur 2 n'a pas accès aux soins palliatifs, le risque... À cause de quoi ? C'est intéressant. Parce qu'on n'a pas le personnel, on n'a pas les gens formés, vous voyez, il y a des gens... Moi, une de mes craintes, c'est que ça soit une loi faite essentiellement par des gens riches qui ont très peur de la déchéance, et ce qui s'applique aux pauvres. Pourquoi ? Vous savez, quand vous êtes grabataire dans votre lit, que vous baignez toute la journée dans votre sueur, parfois, pardon d'être un peu cru dans votre urine et votre merde. Dans vos déjections. Je suis un peu cru, mais c'est comme ça qu'on parle en médecine, en fait. Quand il y a une infirmière, 24/24 avec vous, parce que vous avez les moyens pour vous laver, vous nettoyer, une aide-soignante, c'est plus facile que s'il faut attendre que l'infirmière qui passe une fois par jour. Et donc, c'est vrai, M. Bercoff, la fin de vie est plus douloureuse et pénible quand on est pauvre que quand on est riche, que quand on est seul, que quand on est entouré. Et ma crainte, c'est que cette loi, ça soit une loi faite, imaginée par des gens riches et avec un tissu social qui ont peur de la déchéance, et je le comprends, moi aussi j'ai peur de la déchéance, mais qui s'appliquera d'abord à des gens pauvres et isolés. Et aussi, il faut le dire, plus cyniquement, hélas, pour certains, dire on va faire des économies, la fin de vie, on sait très bien que ça coûte très cher à la sécurité sociale et aux assurances. Est-ce qu'il pourrait y avoir, malheureusement, quelques réflexes un peu cyniques et affairistes. D'abord, moi je ne suspecte personne, et vraiment pas les ministres qui portent la loi, ou le rapporteur Falorni. Ils le font pas pour ça, j'en suis persuadé. Je veux vraiment que les choses soient dites, il n'y a pas de procès d'intention. Ce qui est certain, c'est qu'au Canada, l'année dernière, ou il y a 2 ans, le calcul a été fait, le système canadien a économisé de l'ordre de 80 millions de dollars. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça coûte beaucoup plus cher de maintenir des gens avec des aides, etc. La fin de vie coûte cher au système de santé. Mais, encore une fois, je crois que personne aujourd'hui n'imagine faire une loi pour ça. En revanche, il y a la question des familles. Moi, une de mes craintes aussi, c'est qu'il y ait des abus de faiblesse. Et vous savez, il y a des héritages qui sont longs à venir. Vous savez, il y a des familles qui ne sont pas aimantes. Il y a des familles qui ne sont pas aimantes. C'est clair que ça existe. Tous les jours, il y a 2 procès, 2 condamnations en France pour abus de faiblesse, en particulier vis-à-vis de personnes handicapées. Tous les jours. 2 en moyenne, je crois que c'est 600 ou 700 par jour, ou 800 par an, enfin quelque chose comme ça. Donc c'est très important, ça existe.
Et à partir du moment où vous ouvrez une possibilité, qui n'a jamais entendu quelqu'un vous dire « Ah, mais qu'est-ce que je fais sur Terre? Je vous coûte bien cher, je vous cause bien des ennuis », me disait ma grand-mère. Eh bien, ça tombe bien. Là, il y aura une loi qui fait que ma grand-mère, eh bien, elle peut décider qu'elle ne pose plus d'ennuis. En fait, l'abus de faiblesse, la pression sur les plus vulnérables. Dans l'Oregon, quand vous demandez aux gens pourquoi, qu'est-ce qui les motive, il y a évidemment la douleur, mais pour 40% d'entre eux, ils citent le sentiment d'être un poids pour l'entourage. Et donc, vous aurez forcément dans le lot des gens qui iront parce que c'est plus difficile. Alors c'est tout le problème, on va en parler juste après, on va continuer à en parler avec Philippe Juvin après cette petite pause. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être ajouter un certain nombre de choses? Parce que encore une fois, la question de la liberté se pose, mais vous avez raison, si la liberté est surveillée et contrainte, ce n'est plus une liberté. On en parle avec Philippe Juvin. Restez avec nous après cette petite pause. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Euthanasie, soins palliatifs, choisir sa vie, choisir sa mort, on en parle depuis, et c'est passionnant, depuis le début de l'émission avec Philippe Juvin, qui, je le rappelle, est député LR de Courbevoie et chef des urgences à l'hôpital Pompidou. Mais alors Philippe Juvin, est-ce qu'il n'y aurait pas, effectivement, parce que le problème qui est posé, c'est une loi qui est valable pour tout le monde, est-ce que dans ce cas-là, ça veut dire quelque chose? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on arrête là, où il y a des choses quand même à améliorer ou à préciser dans ce qu'il y a de traitement? Et surtout, j'allais dire, est-ce que l'une des priorités n'est pas d'augmenter, alors vous allez me dire où est-ce qu'on va trouver l'argent pour les unités de soins palliatifs? Vous dites qu'un Français sur deux ne peut pas en bénéficier. D'abord, oui, vous avez raison. La priorité, c'est que d'abord, il faut qu'on se donne les moyens pour pouvoir soigner les gens. Et d'ailleurs, pas seulement les soins palliatifs, parce que quand vous êtes chez vous et que il y a quelqu'un qui vient vous laver 2 fois par jour, c'est mieux qu'une fois par jour, et ce n'est pas du soin palliatif. Donc, il y a tout cet accompagnement. Bien sûr. Ma crainte, je le répète, c'est qu'il y a des gens qui choisissent le suicide assisté ou l'euthanasie par défaut d'accès aux soins. Premier point. Deuxième point, vous me posez la question, au fond, quelle aurait été la bonne loi à part augmenter l'intensité des soins qui est fondamentale. D'abord, je vous répète, la plupart des cas aujourd'hui sont couverts. On a le droit de vous endormir pour que vous ne souffriez pas. Ouais. Mais c'est vrai que j'aurais aimé, parce que on aurait légalisé une exception d'euthanasie, disons-le comme ça, c'est le mot qu'avait utilisé le Conseil d'éthique il y a une dizaine d'années. Une exception d'euthanasie. C'est-à-dire des cas exceptionnels. Dans des cas exceptionnels, à la fin du fin, quand le patient n'en peut plus, que le médecin voit que c'est fini. Voilà, pourquoi pas. Mais vous voyez, le problème de la loi, c'est que du coup, elle englobe tout. Elle est générale, et on le voit à la lecture du texte qui est là, c'est que du coup ça va couvrir des tas de gens qui ont potentiellement des années à vivre. Et vous me dites alors, autre question, avec la loi actuelle, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'amender? Outre ce que je viens de vous dire... Oui, ou préciser, ou moi par exemple, j'aurais fait quelques propositions. J'avais dit qu'il faudrait une obligation de voir un psychiatre, des délais plus longs. J'aurais souhaité exclure de principe certaines catégories de gens, par exemple un déficient mental. Vous ne pouvez pas me dire que son consentement est libre et éclairé. Qu'il a son libre arbitre. Quelqu'un qui est sous tutelle, qui n'a pas le droit de signer un chèque, la loi prévoit qu'il a le droit de demander l'euthanasie. Donc vous n'avez pas le droit de signer un chèque, mais vous pouvez demander l'euthanasie. Convenez qu'il y a une difficulté intellectuelle quand même. Un problème. Et globalement, toutes les maladies psychiatriques. Et là, je me fais le relais de mes confrères et mes collègues psychiatres qui sont très inquiets parce que face aux demandes de suicide, qui est notre quotidien et qui est le quotidien des psychiatres... Quand vous dites c'est un quotidien, c'est vraiment un quotidien. Quelle est la proportion de demandes de suicide dans un service d'urgence lambda, vous avez tous les jours des gens qui viennent soit parce qu'ils veulent se suicider, soit parce qu'ils ont essayé de se suicider. C'est tous les jours, dans tous les services. Et face à ce risque, que font les psychiatres? Ils développent des dispositifs destinés à améliorer la santé mentale. Et le risque, c'est que avec cette proposition, on va troubler les repères. On va troubler les repères. On explique qu'il faut prévenir le suicide, mais on va potentiellement l'organiser. On ouvre une porte, quoi. J'aurais aimé, par exemple, qu'on exclue toutes les maladies mentales, les schizophrènes, les dépressifs. Est-ce que vous croyez que vous êtes libre quand vous êtes en dépression? Les psychiatres savent que non. Donc la décision de mort que vous prenez, et qui n'est pas exclue, le syndrome dépressif n'est pas exclu. Ce qui est exclu, c'est quand la personne n'est pas libre et éclairée.
Mais dans les discussions parlementaires, je vois très bien mes collègues qui considèrent que certains patients en dépression, certains schizophrènes, certains bipolaires peuvent donner un consentement libre et éclairé. Moi, je pense que non. Je pense que quand on souffre d'une maladie psychiatrique, par définition, son consentement, en tout cas pour demander la mort, n'est pas libre et éclairé. Eh bien, il faut exclure ces gens-là. Et alors, est-ce que le projet de loi de ceux qui défendent l'euthanasie, même s'ils ne le nomment pas, est-ce qu'il prévoit l'abus de faiblesse, de voir un peu ce qui peut se passer en cas d'abus de faiblesse et autres? Bien sûr que non, c'est un de nos combats. C'est pas prévu, ça. C'est pas prévu. Alors, ce qui est prévu, c'est qu'il y a un médecin qui va vous examiner, qui va étudier votre dossier, qui aura 15 jours, qui va prendre des avis, sans d'ailleurs que les gens qui donnent votre avis vous voient. C'est-à-dire que vous pourrez physiquement ne voir qu'un seul médecin. D'accord, un seul. Oui, ça c'est l'obligation. Vous pourrez peut-être en voir un deuxième si le deuxième veut vous voir, mais s'il dit non, moi le dossier me suffit, vous n'aurez rencontré en tout et pour tout qu'une personne. Donc déjà c'est un sujet ça. Et c'est à ce médecin-là de s'assurer qu'il n'y a pas d'abus de faiblesse. Mais quand vous êtes tout seul, quels sont les moyens de s'assurer que vous n'avez pas d'abus de faiblesse? Non, mais est-ce que le médecin ne doit pas voir, les proches, les gens? Est-ce qu'il y a une enquête, Est-ce qu'il y a une enquête? Non, le médecin, il recueille l'avis d'un second médecin qui n'est pas obligé de vous voir, d'un auxiliaire médical d'infirmier qui vous soigne éventuellement, qui n'est pas obligé de vous voir, et il peut demander aussi à un psychologue, à un psychiatre, sans que ceux-ci soient obligés de vous voir. Donc il faut bien comprendre que la procédure est ainsi faite qu'à la fin du fin, il y a des gens qui bénéficieront de l'euthanasie, mais qui n'auront rencontré que leur médecin. L'abus de faiblesse, c'est très important. Si nous étions frères tous les deux, nous sommes de la même famille, vous avez le droit, ou j'ai le droit de vous donner un rein si vous souffrez ou si je souffre d'insuffisance rénale. Ça s'appelle le don d'organes intrafamilial. Eh bien, pour s'assurer que vous êtes d'accord et que je suis d'accord, que prévoit la loi? Prévoit qu'un juge, un magistrat, soit saisi en urgence et dise oui, monsieur Berkoff, il a le droit de donner son rein à monsieur Juvin parce qu'il est d'accord, il ne fait pas l'objet de pression. Tous les deux sont d'accord. Moi, je souhaitais qu'un juge puisse dire oui, la procédure a été respectée. Et là, il n'y a pas de juge dans le circuit. Mais même pas. Même pour quelqu'un qui est sous tutelle. C'est-à-dire pour il n'y a aucun juge qui rentre dans le circuit. Il n'y a pas d'enquête sur la famille, les proches, etc. Non. Pour vous mettre sous tutelle, il faut un juge. Et c'est normal. Eh bien sûr. Le même qui est sous tutelle, qui va bénéficier d'euthanasie, ne verra pas de juge. Vous trouvez ça normal? Non, en fait, ma crainte, si vous voulez, c'est que on prétend qu'il y a des critères, mais ces critères ne sont pas stricts. C'est ça notre inquiétude. Et c'est que du coup, ça soit ouvert à bien d'autres gens et des abus de faiblesse. Et comme disait l'autre, quand il y a du flou, il y a un loup. Absolument. Et là, on parle de mort. Mais oui. Alors, il y a une commission de contrôle qui va contrôler, mais a posteriori, quand vous serez mort. Qui va s'assurer. A posteriori. Oui, exactement. C'est intéressant. Donc effectivement, si les critères n'ont pas été respectés, ça vous fera une belle jambe, si je puis me permettre cette expression un peu vulgaire. Donc non. Il faut des critères, il faut exclure des catégories, en particulier les malades psychiatriques, ça c'est pas possible. On peut pas accepter qu'un schizophrène ou un déficient mental puisse demander l'euthanasie. Alors on me répond, mais le médecin saura dire non. Sauf qu'il est tout seul, peut-être qu'il y en a qui diront oui quand même. Voilà. Non mais pardon, je reviens à ce que vous dites, moi qui me scandalise, en tout cas qui m'étonne, c'est que par exemple quelqu'un qui demandera, selon le projet de loi, il faut qu'il ait des critères, bien sûr, il faut qu'il ait souffre. Non, bien sûr. Mais est-ce que par exemple il n'y a pas le devoir de demander à ses proches, sa femme ou son mari, etc. Est-ce qu'il y a dans la procédure le devoir en tout cas de consulter l'entourage, etc. Enfin, de faire une enquête. Je vous lis le texte. Le médecin recueille l'avis écrit d'un médecin, d'un deuxième médecin, qui peut ne pas vous voir, d'un auxiliaire médical, qui peut ne pas vous voir. Il peut, pas obligé, recueillir l'avis d'autres professionnels de santé, en particulier psychologues. Et lorsque vous êtes sous tutelle, il informe la personne chargée, le tuteur, et tient compte de ses observations, mais on ne sait pas comment. Et enfin, il peut, à la demande de la personne, pas obligé, recueillir l'avis de la personne de confiance. Oui, c'est intéressant. En fait, pas d'enquête. Nous avons une auditrice, nous avons Régine qui nous appelle 2 fois. Bonjour Régine. Oui, bonjour. Bonjour à vous André et à votre invité. Alors moi, je suis d'une famille où nous avons des Alzheimer dans la famille. Et les Alzheimer, justement, ne sont pas du tout concernés par cette loi, puisque une personne atteinte d'Alzheimer à un stade avancé, je dis Alzheimer et tous les problèmes de sénilité profonde. Quand on est à un stade avancé, bien sûr qu'on ne
On n'est plus maître de soi et de ses pensées. Mais même si on demande 10 ans avant, 20 ans avant, qu'au moment où justement on n'est plus capable de rien faire, on veut pouvoir bénéficier de cette aide à mourir, de cette aide à mourir, on ne puisse pas le faire. Absolument. Moi, ça me pose problème. Oui, je comprends, madame, mais c'est une question que c'est vrai. vous avez raison, c'est une question que nous nous sommes posée. Mais il a été décidé, et je crois que c'est bien, que on ne pourrait pas procéder à l'euthanasie à quelqu'un qui ne serait pas capable, au dernier moment, de vous dire non. Or, par définition, si vous avez dit que vous vouliez bénéficier de l'euthanasie il y a 10 ans, que vous devenez dément, je prends des mots un peu crus pour que tout le monde comprenne, et que du coup, au moment de votre démence, vous n'avez plus votre libre arbitre, par définition, vous n'êtes plus capable de dire non, de confirmer en fait votre demande, eh bien il ne faut pas le faire, parce que les demandes de mort, elles sont fluctuantes. Un jour je veux mourir, un jour je ne veux pas mourir. Et je pense que ça serait très dangereux d'administrer la mort à quelqu'un qui n'est pas capable au dernier moment de vous dire stop. En fait, c'est très intéressant et très difficile, et encore plus difficile. Philippe Juvin, quand on entend Régine, le vrai problème, et vous posez en toute conscience et cohérence que vous dites, et ces familles-là, et je ne dis pas qu'elles ont raison ou tort, c'est pas le problème, c'est que quand on vit ça au quotidien, c'est très difficile. C'est ça. Madame, en fait, j'ai vécu la même chose que vous, donc je sais exactement ce dont vous parlez. Et moi, je ne veux pas vivre comme ça. Je sais ce que c'est. J'ai vu cette déchéance. C'est épouvantable. C'est un enfermement mental qu'ont ces personnes. Elles ne peuvent plus s'exprimer. Et vous dites, Régine, que si ça vous arrive, vous ne voudriez pas vivre ça. Non. Moi, je ne veux pas vivre ça. Absolument pas. Il y avait un travail qui a été publié il y a quelques années. On prenait des jeunes qui avaient un accident de moto et qui devenaient paralysés des 4 membres. Et on leur demandait, le premier jour de leur accident, est-ce que votre vie vaut le coup d'être vécue ? Évidemment, la réponse était non. Et la veille, il marchait, le lendemain, il ne marchait pas. Et puis, au fur et à mesure que les mois passaient, eh bien, ils voulaient vivre un peu plus. Donc la demande de mort, elle varie aussi avec le temps. Mais ce qui est intéressant dans l'étude... Mais là, ça ne peut plus varier, là. Et là, oui. C'est passé de l'autre côté. Bien sûr. Mais il y avait une deuxième chose, c'est qu'au même moment, on demandait aux soignants qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que sa vie vaut le coup d'être vécue ? Eh bien, à tous les moments, les soignants, c'est-à-dire les gens bien portants et l'entourage, disaient non. Enfin, voyaient la vie pire que le patient lui-même. Madame, je comprends tout ce que vous dites, sauf que je pense qu'on ne peut pas donner l'euthanasie à quelqu'un... Enfin, il faudrait ne pas donner l'euthanasie à quelqu'un qui ne serait pas capable de dire non au dernier moment. Voyez, c'est de la maltraitance mentale, excusez-moi. C'est un débat compliqué. C'est un débat très compliqué, effectivement. Je crois qu'on ne va pas se mettre d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, il n'est pas question de se mettre d'accord. Mais merci Philippe Juvin. En tout cas, vous avez exposé ce qui se passe aujourd'hui, et à chacun de dire ce qu'il a à dire. Et c'est très très important, en tout cas, qu'on ait des témoins, et des témoins aussi qui sont dans la pratique de la chose. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Un scoop. Non, ce n'est pas du tout un scoop, c'est passé partout. Mais je ne résiste pas au plaisir de vous faire entendre le sourd. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en train de se laver les mains, et peut-être de s'en laver les mains. Écoutez. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. L'hymne à la joie, l'hymne européen, murmuré par Ursula von der Leyen en train de se laver les mains. Voilà, c'est belle image d'Épinal, on peut le dire, mais il se passe des choses, et il s'est passé quelque chose de très important hier, très important, et on va retracer ça avec Virginie Joron, députée européenne patriote. Bonjour Virginie Joron.
Bonjour. Alors, Virginie Joron, hier, le tribunal de l'Union européenne a estimé que la Commission européenne avait illégalement refusé de donner accès aux échanges entre Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, je le répète, et le PGD, et Albert Bourla, le PDG de Pfizer. Ces fameux messages, ces fameux SMS dont on parle depuis 3-4 ans et dont vous vous êtes beaucoup occupé, notamment Virginie Joron. Alors, il y a eu effectivement la plainte déposée par la journaliste du New York Times il y a 4 ans, qui demandait, au nom du droit d'accès aux demandes publiques, de pouvoir consulter ces SMS. Il y a eu aussi Frédéric Baldan, le lobbyiste belge, qui a déposé pourvoi sur pourvoi. Et puis, voilà. Et on parle de quoi ? On parle de quoi? Parce que ça vous concerne tous, hein, les 400 millions d'Européens en général et les 60 millions de Français en particulier. L'un des contrats les plus importants passés avec le duo Pfizer-BioNTech et la Commission européenne portait sur 900 millions de doses, avec une option pour 900 millions de doses supplémentaires pour un montant total estimé à 35 milliards d'euros. Alors, Virginie Joron, est-ce qu'on va enfin savoir ce qui s'est passé entre Ursula von der Leyen et Albert Bourla? Eh bien, j'espère. En tout cas, c'est une première victoire, parce que c'est vrai que c'est un dossier qui est très long. Comme vous l'avez rappelé, c'est depuis 2021, depuis que l'on sait que finalement, il y a eu des négociations qui ont été faites par SMS. Et comme vous l'avez dit, il y a eu plusieurs procès. Et même nous avons appris tous qu'il y avait eu cette négociation par SMS. Nous avons demandé depuis l'accès à ces SMS durant différentes auditions. Moi, je me souviens encore, quand on auditionnait Vera Jourova, qui était la commissaire à la transparence, on lui posait la question et elle nous répondait circuler, il n'y a rien à voir. Et ils ont protégé... Au nom de la transparence, bien sûr. Oui. Exactement. Au nom de la confidentialité, de l'urgence. Ils ont protégé von der Leyen durant toutes ces années. Donc moi, je salue cette décision. Alors, parce que finalement, ça va faire avancer le schmilblick, j'ai envie de dire. Et j'espère. Là, je reviens... Comment, pardon Virginie Joron, comment techniquement, d'abord, quel est ce tribunal européen et comment techniquement, c'est-à-dire quel pouvoir il a et quel poids il a pour dire à la Commission européenne, pour la première fois, effectivement, vous le dites, attendez, vous avez votre refus est illégal, votre refus de donner des échanges. Ce tribunal, c'est quoi exactement pour nos auditeurs? Alors, la Cour de justice de l'Union européenne, comme dit, c'est une Cour de justice qui s'adresse aux institutions de l'Union européenne, parce que chaque citoyen qui est sous la coupole de ces institutions peut faire un recours. Et ces institutions donc relèvent de cette Cour de justice. D'accord. Et donc, au regard de tous les traités que nous avons en place, eh bien, on peut faire des recours. Et là, c'est ce qu'a fait le New York Times, qui a considéré que son droit à l'accès aux documents dits publics qui relèvent de ce règlement, le 1049-2021, n'était pas, appliqué par la Commission. Donc, comme il n'y a pas eu, respect de ce règlement par la Commission, donc tout justiciable peut invoquer son droit au Luxembourg. D'accord. Donc, près de cette Cour de justice, et qui a donc, dans un premier temps, parce que ça s'est déroulé en plusieurs étapes. La première étape, ça a été donc de demander auprès de la Commission l'accès aux SMS. Oui. La Commission a refusé donc l'accès, considérant que ces SMS ne relevaient pas du cadre de ce règlement. Il considérait que le SMS n'était pas un document officiel. Oui. C'était les premières réponses. Et donc, le New York Times, via cette journaliste qui est basée à Bruxelles, a fait un recours auprès du tribunal, auprès de la Cour, pour refus finalement à l'accès à ces documents. Et dans un premier temps, donc, il y a eu une demande d'annulation de la Commission qui invoquait le fait qu'elle ne pouvait pas avoir accès à ces SMS parce qu'ils n'existaient pas. C'était en fait... Carrément, ils disaient ces SMS n'existent pas. Oui. Pour eux, la Commission n'existait pas, même si dans plusieurs auditions, et je me rappelle l'audition de Pfizer avec Jenny Small, qui avait dit, qui représentait Pfizer parce que M. Bourla ne voulait pas venir, avait dit oui, dans l'urgence, nous avons négocié aussi par SMS. Donc il y avait cette preuve. Je pense que l'audition était publique, donc ils ont dû, les avocats, récupérer cette audition parce qu'il faut toujours prouver ce que l'on dit. Mais la Commission s'est quand même enterrée à toujours dire non, circuler, il n'y a rien à voir, non, il n'y a pas de SMS. Et puis même s'il y avait SMS, de toute façon, aujourd'hui, on n'a plus accès à ces SMS parce qu'ils n'existent. Oui, il n'existe pas, d'accord. Que Mme von der Leyen a changé de téléphone ou elle les a supprimés. C'était un peu la posture de la Commission. Et la Cour de justice a dit non.
Et pourquoi? Parce qu'en fait, et c'est là qui est très intéressant, et nous on va rebondir, j'ai déjà rebondi hier et aujourd'hui, on apprend par cette décision qu'il y a l'existence de ces SMS. Et c'est pour cette raison que du coup, la Cour a annulé sa première décision qui demandait à la Commission de ne pas avoir accès aux documents. Donc en fait, la Cour dit non à la Commission européenne, vous n'avez pas appliqué ce droit parce que vous n'avez pas recherché la preuve de cette SMS. Donc vous êtes fautif. Parce qu'en face, ils ont prouvé l'existence de ces SMS. Donc ça, c'est le premier point. Donc ces SMS existent, ils sont donc dans les mains de cette journaliste. Et ce second point Et le second point Oui, le second point, pardon. Oui. Et le second point maintenant important, d'accord, donc effectivement, donc l'accès aux documents maintenant, c'est la Commission, et vous l'avez vu dans son petit communiqué très, très rapide, dit elle va étudier la décision. Donc c'est-à-dire, soit elle fait un recours, elle peut faire appel, mais elle peut le faire que sous le regard du droit, c'est-à-dire en invoquant que le SMS n'est toujours pas un document officiel. Mais là, on a envie de dire, en 2025, il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Les emails aussi, c'est un document éphémère. On peut le dire. Qu'est-ce que c'est éphémère? Et puis on voit bien que tout le monde travaille avec des SMS, tout le monde travaille avec WhatsApp, tout le monde travaille avec. Donc à un moment donné, aujourd'hui, avec le télétravail, avec quand on nous dit qu'il faut rester à la maison pour des raisons de pandémie ou autre, donc c'est devenu un outil de travail. Et quand ça concerne les intérêts financiers, ça devient des documents officiels. Donc au regard du droit, ça me paraît difficile de combattre cet élément. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est parce que jusqu'à présent, on ne savait pas s'ils existaient, ces SMS. Là, on a la preuve. Donc, moi, j'interroge maintenant le procureur européen, vous savez, qui avait dit en 2022 qu'elle ouvrait une enquête. Et on n'a toujours pas ses conclusions. Procureur européen, donc, qui est censé protéger les intérêts financiers du budget de l'Union européenne, qui a ouvert cette enquête au regard, comme on l'avait annoncé, c'est beaucoup de milliards d'euros. Ce n'est pas des millions, là, on parle de milliards. Je rappelle que tous les contrats... 35 milliards d'euros. 35 milliards d'euros, oui. Et 35 que vous devez rajouter d'autres doses. Parce que là, c'est une négociation qui a été faite pour 1,8 milliard de doses, mais je rappelle qu'au final, Pfizer, c'est 2,4 milliards de doses sur 4,6. Sur un paquet total de 71 milliards d'euros. Donc, ce n'est pas que 35 milliards d'euros, puisque c'est beaucoup plus que ça. Voilà, il faut cumuler tout ce qu'a récolté Pfizer dans les négociations. Et puis je rappelle aussi, ce qui a été négocié, c'est que de l'irresponsabilité des laboratoires en cas d'effet secondaire. Ça aussi, c'est un scandale. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est l'existence de ces SMS. Moi, je demande au procureur européen de demander d'avoir accès à ces SMS. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qui a été négocié? Parce que si on regarde ce qu'il y a dedans et qu'il y a une irrégularité, qu'il y a un conflit d'intérêts, qu'il y a de la corruption, on n'en sait rien là à ce stade. Même bien sûr. On se pose toutes ces questions. Et donc je demande maintenant effectivement au procureur européen d'avoir accès à ces SMS pour pouvoir continuer l'enquête et sanctionner parce que là mais Virginie Geron, c'est la Commission, pas Madame van der Leyen. Oui, mais alors justement Virginie Geron, est-ce que la Commission peut demander appel? Est-ce que ça peut encore traîner pendant des mois, voire des années, d'appel en appel ou pas, très franchement? Alors là, déjà, effectivement, techniquement, ils peuvent faire appel. Ils ont 2 mois et 10 jours, je crois, pour faire appel. Donc, ils peuvent jouer la montre. Et puis après, comme vous le savez, ça prend encore 12 à 18 mois pour monter le dossier. Mais comme je l'ai dit, ils ne peuvent invoquer qu'une question de droit. Donc encore, comme ils ont toujours fait, c'est-à-dire de dire que ce n'est pas un document officiel. Même si, et là, je vais devoir ressortir toutes les auditions publiques, puisque nous avons posé toutes ces questions durant toutes ces années. Bien sûr, ça fait 4 ans, je rappelle. Voilà, 4 ans, et à chaque fois, dans ces auditions, on a eu des débuts de réponse. Même eux, la Commission, se posait la question, puisque le règlement invoqué date de 2001. On est en 2025, il est un peu vieux. Il est peut-être, effectivement, en 2001, on n'avait peut-être pas encore tous ces outils sous les mains, et donc peut-être réactualiser le dossier. Et ce que je suis en train de vous dire, la Commission l'a dit. Oui, effectivement, se pose la question si on ne doit pas retoiletter ce règlement. Et donc, ces propos peuvent être récupérés par les avocats, et donc ça peut être un début, de preuve, comme quoi ils acceptent l'idée que c'est un document qui pourrait rentrer dans la catégorie
des documents officiels de l'Union européenne. En tout cas, Virginie Geron, ce que vous dites, c'est très très important. On a maintenant la preuve, en tout cas, même si on ne les a pas, on n'a pas le contenu, on a la preuve qu'ils sont là. Le fait que, effectivement, la Cour de justice européenne a estimé que la Commission avait illégalement, je rappelle, refusé de donner accès aux échanges. Eh ben, le combat continue. Et ben, on va vous suivre, bien sûr. Merci. Oui, avec plaisir. À bientôt. À bientôt. André Berkoff, dans un instant sur Sud Radio, la culture dans tous ses états et aujourd'hui.